a été établi qui tient compte des critères suivants. La situation, la capacité horizontale de développement, le potentiel de mutabilité, le déficit de qualité spatiale actuelle et les intérêts des acteurs locaux. Cette évaluation permet de faire ressortir le site le plus propice, qui est étonnamment le moins arable et le plus minéral actuellement, mais dont l'évolution future sera la plus sensible en termes du potentiel d'amélioration de la qualité urbaine. Il s'agit donc bien ici d'un projet d'agrarisation de la ville. Voici les cartes de diagnostic de l'accessibilité du site à gauche en termes de transport public. On voit qu'avec le M1 et le futur tram, le site sera extrêmement bien desservi par les transports publics. Et une carte des affectations et des typologies du bâti existant, avec un important secteur qui est aujourd'hui en main des CFF et qui est appelé éventuellement à évoluer. Ici, les données liées à la gestion des eaux, ici, en haut à gauche, les réservoirs, les toitures plates qui sont potentiellement intéressantes pour la récupération des eaux de pluie, les fontaines, etc. Une carte concernant les dangers naturels et la pollution. On voit qu'il y a eu un accident sur le site. Une carte des bassins alimentaires de la ville. Ici sont repérés tous les points de distribution importants en termes d'approvisionnement alimentaire de la ville, donc les supermarchés, les marchés, les lieux de livraison de paniers, donc l'agriculture contractuelle de proximité, les restaurants et les grandes entités consommatrices d'aliments, donc les institutions de type hôpital, EMS, école, etc. Et finalement, à droite, les surfaces de toiture qui sont plates actuellement sur le site et qui seraient éventuellement propices à un projet de culture en ville. Voici des cartes de diagnostic des différents secteurs autour du périmètre concerné. Le rouge indique une valeur quantitative plus élevée et le jaune une valeur intermédiaire, le bleu une valeur plus basse. Donc en termes de population en haut à gauche, on voit que c'est un secteur qui est aujourd'hui très peu habité. Donc on voit la densité humaine actuelle. À droite, la hauteur des bâtiments. En bas, à gauche, l'occupation du sol, le COS, et à droite, l'utilisation du sol, le CUS. Ces cartes font partie des outils qu'on utilise en tant qu'urbaniste pour analyser le site, et on observe que le secteur actuellement est faiblement bâti, parce qu'il est occupé par des infrastructures importantes ou par des espaces résiduels, que les bâtiments sont de hauteur variable, que lorsqu'on l'analyse en termes de coefficient d'occupation du sol, la proportion du sol de certains secteurs, l'occupation du sol est relativement importante, mais l'utilisation est relativement faible puisqu'il y a peu de niveaux dans les bâtiments qui occupent ces espaces. En fait, dans la conception du projet, nous nous sommes fixés le cadre suivant pour aboutir à des scénarios différents. Nous avons choisi de retenir quelques constantes. La densité humaine. On a choisi une densité humaine qui va au-delà du minimum requis dans les sites stratégiques d'agglomération, le minimum étant de 200 habitants emplois par hectare, et nous avons choisi une densité humaine d'autour de 270. Nous avons également pris comme constante la préservation des bâtiments de valeur patrimoniale et des infrastructures nécessaires au fonctionnement de la ville, bien entendu. Ensuite, quels sont les aspects déterminants? L'un des aspects déterminants est la visibilité des espaces ouverts, qu'ils soient cultivés ou publics. L'important, c'est qu'ils soient visibles, qu'ils participent à la vie du secteur. L'exposition solaire, bien sûr, en termes d'habitation, en termes d'espace public et en termes d'activité agricole. La forme et la situation des espaces ouverts.
et la gestion des conflits potentiels en termes d'utilisation des surfaces, d'utilisation des ressources et de pression foncière. Ensuite, quelles sont les variables? Les variables sont en fait la hauteur des bâtiments. On voit sur le petit schéma à gauche que plus les bâtiments sont hauts, plus le sol peut être libéré, disons le coefficient d'occupation du sol est plus bas, et donc le sol lui-même est libéré. Plus les bâtiments sont bas, plus ils occupent la place, et moins il y a de sol, par contre, plus il y a de toiture. Donc les variables sont la hauteur des bâtiments, l'implantation du bâti et l'occupation du sol, ainsi que la connectivité interne et externe du quartier dans sa relation à son contexte et à l'intérieur du secteur. Donc nous allons développer des études dans l'étude de cas, 3 scénarios différents qui intègrent différemment la production et la distribution alimentaire. Et leur impact en termes de qualité urbaine sera ensuite évalué. Pour l'étude de ces scénarios, des projets de référence réalisés en Suisse et ailleurs dans le monde servent d'inspiration et ont permis d'élaborer une typologie des modes de production en milieu urbain. Voici à la suite quelques exemples de typologies synthétiques illustrées par des projets réels. Certains modes de production et leurs infrastructures conviennent mieux à certains types de sites, bien entendu. Ici, un exemple de jardin collectif avec l'illustration d'un exemple québécois. Par jardin collectif, ce qu'on entend, c'est une entité où une production alimentaire est pratiquée par un groupe de personnes qui partagent un intérêt commun et qui se relaient et qui se soutiennent mutuellement pour réaliser ce type d'exploitation. Il ne s'agit donc pas d'une opération individuelle ni d'une opération professionnelle. Typiquement, elles sont associées à une entité qui en bénéficie, soit une maison de quartier, un établissement pédagogique ou autre, et fonctionnent en synergie avec la communauté qui s'en occupe. Voici une autre forme d'intervention, l'exploitation urbaine, avec une petite partie productive en milieu urbanisé, un peu enclavé, comme certains exemples auxquels a fait référence Joël, et avec une antenne de distribution qui sert un bassin de production élargi. Et on a un exemple très local ici, celui de l'avenue Victor Ruffy à Lausanne, qui, bien entendu, produit juste à côté de l'ancienne ferme les éléments les plus fragiles et les plus sensibles au transport, mais qui distribue également des produits provenant des autres terres de l'agriculteur et également d'autres producteurs. Voici une autre typologie. Il s'agit d'une exploitation sous forme de serre, en toiture, avec, dans ce cas précis, qui est celui de Gotham Greens, en ville de New York, avec une productivité élevée grâce à une technologie avancée. Dans le cas précis, il s'agit de culture hydroponique, donc hors sol. Cette typologie est possible avec ou sans gestion responsable des ressources. Ce type d'activité, à partir d'une certaine envergure, s'implante aujourd'hui en zone agricole spécialisée. La loi sur l'aménagement du territoire, par exemple, ne permet à un maraîcher que de développer 5 000 m² de serres avec des cultures hors sol en zone agricole dans le cadre du développement interne de son exploitation. Si ça va au-delà de cette échelle-là, il faut une zone spéciale qui s'appelle zone agricole spécialisée, puisque la production envisagée n'est plus nécessairement tributaire du sol. Donc dans le canton de Vaud, ce genre d'exploitation se situe actuellement en zone agricole spécialisée, mais certaines villes, comme Genève, cherchent déjà à les intégrer en milieu urbanisé, puisque les structures qui sont demandées ressemblent plus à des structures nécessaires à une activité économique quelconque et sont compatibles donc avec des zones d'activité. Mais dans la perspective de densification des zones d'activité, la possibilité de les superposer
à d'autres activités en toiture,